Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. On y va pour une heure d'actualité avec vos commentaires de philosophe. Allez, c'est parti. On va commencer par la situation qui s'aggrave sur le front de la crise énergétique. Le gouvernement s'est-il trompé sur toute la ligne en affirmant qu'il n'y aurait pas d'impact direct pour la France après le début de la guerre en Iran ? Incompétence, disent certains, aveuglement, disent les autres. Le résultat, c'est qu'une nouvelle fois, ce sont les Français qui trinquent et qui voient les prix des carburants à la pompe flamber et les pénuries se multiplier. Comment croire encore en l'État ? On se posera la question, Michel. La zizanie au sein des partis politiques, les LR se déchirent sur le mode de désignation d'un candidat pour la présidentielle de 2027, avant même d'avoir élaboré un programme. David Lisnard, le maire de Cannes, a claqué la porte du parti pour se lancer en solo dans la course à la présidentielle. Pas mieux du côté du Parti socialiste qui multiplie les réunions en bureau national. Le régime des partis, tant honni par le général de Gaulle, tourne à plein régime face à un gouvernement impuissant et privé de majorité et donc condamné à faire des ronds dans l'eau. Le climat politique est délétère en France en cette période post-municipale. La stratégie d'antagonisation, d'hystérisation des débats installée par la France insoumise fonctionne. 130 incidents recensés par le ministre de l'Intérieur après les élections, des maires menacés qui démissionnent, qui demandent même la protection de la police. De quoi est-ce le symptôme ? On reviendra aussi, Michel, sur la vive polémique qui vous a visé, ainsi que CNews, après les critiques formulées lors de notre dernière émission à l'encontre du maire de Saint-Denis, M. Bali Bagayoko, propos qui faisaient référence au mot « allégeance » qu'il avait prononcé à l'égard des fonctionnaires municipaux. Nous reviendrons sur cette mécanique qui s'est mise en place dans le récit tant politique que médiatique. Enfin, le point philo, il est lié à ce que nous venons d'évoquer. Vous nous proposez un livre de Darwin, La filiation de l'homme. Vous nous expliquerez ce que ce scientifique, qui était aussi philosophe, entendait par tribu primitive, le terme que vous avez employé la semaine dernière. Allez, c'est parti pour l'émission. On commence par la crise des carburants. Chacun d'entre vous qui nous regardez ou nous écoutez, vous l'avez évidemment vu et ressenti. Pénurie dans certaines stations-service, les prix qui flambent, fureur des professionnels du secteur impacté, qu'ils soient sur la route, agriculteurs ou pêcheurs, avec des aides qui sont véritablement très très maigres. Et le gouvernement qui se prend le boomerang de ces dénégations, jusqu'à nous parler même de rationner l'essence. La sobriété, ce serait en fait un rationnement d'essence. Écoutons la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjean. Nous n'avons pas, à l'heure où on se parle, de problème d'approvisionnement. Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant. Je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre, là encore, a été très clair. L'État doit être en première ligne, l'État doit donner l'exemple. Et c'est donc à chaque ministre, évidemment en lien avec ses administrations, de réfléchir à des mesures sectorielles qui seraient pertinentes sans être inutilement contraignantes. Voilà pour la porte-parole du gouvernement. On va tout de suite la confronter, Michel, au réel, c'est-à-dire un routier de Toulouse qui dit que les aides qui sont accordées par le gouvernement ne peuvent pas lui permettre de survivre. Mais ça fait 35 ans qu'on est dans le transport, qu'on essaye de vivre du transport, on y a vécu et aujourd'hui on n'y vit plus parce que tout explose et là notamment les prix des carburants. Ça devient inadmissible et intolérable de travailler aujourd'hui à perte, quoi. Et nos trésoreries sont grévées et on s'en sort plus. Si l'État ne nous aide pas, à mon avis, ce sera très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui les gens qui sont sur la corde vont basculer du mauvais côté si l'État ne fait rien. Voilà, alors là, il y a la menace des gilets jaunes, évidemment, qui est induite là-dedans. Sur le fond, Michel Onfray, est-ce que vous pensez que, encore une fois, le gouvernement a sous-estimé l'impact de la guerre en Iran, n'a pas dit la vérité, n'a pas anticipé? Gouverner, c'est prévoir, hein. Il y a tout ça, je pense qu'on peut dire tout ça. Moi, j'ai vu quelques prises de parole du général de Gaulle quand il faisait des conférences de presse. Il faisait des leçons de géostratégie, de géopolitique, d'histoire, de géographie, en nous expliquant les choses, et puis en disant, bon voilà, maintenant que j'ai fait de la cartographie de ce que j'ai à vous raconter, ici nous allons faire ceci, nous allons nous comporter comme ceci, comme cela. J'ai souvenir qu'Emmanuel Macron nous disait qu'il était très fier de faire partie de la catégorie des amateurs. Il disait à une époque, nous sommes des amateurs. Soyons fiers des amateurs, il nous disait plutôt à ses députés qu'à lui-même. Oui, enfin, en disant, nous le sommes, et nous sommes très heureux d'être des amateurs. C'est un amateur. Mais je dirais amateur également Donald Trump.
dont on a vu il y a quelque temps, dans la dernière prise de parole la nuit du jeudi au vendredi, qu'effectivement on a affaire à des amateurs. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, on fait de la géologie, on fait de la géostratégie, on fait de la géopolitique. On se dit il y a du pétrole, il y a de l'essence, il y a du gaz, il y a du carburant, ça circule, ça passe par où, comment ça se fait, si on tape ici, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc je fais ceci, donc je fais cela. Et puis après on a des alliances politiques. Avec qui sommes-nous alliés ? On n'est pas alliés avec Israël, hein. Ça c'est clair, ça c'est extrêmement lisible. Et l'ambassadeur d'Israël en France récemment l'a fait savoir, il a bien raison. Donc dans cette stratégie, il y a du jour après jour. Emmanuel Macron est en train de se demander comment ça va réagir, surréagir. Mais pas d'anticipation à long terme, c'est ça. Et notamment sur cette crise énergétique qui est très prévisible. Oui, on savait qu'en tapant l'Iran, la répercussion sur le prix du pétrole était immédiate. C'est élémentaire. C'est pour ça que je dis qu'on a affaire vraiment à des amateurs. Mais il sait très bien qu'il est en train de préserver sa rue. Il préfère préserver la rue plutôt que le petit propriétaire ou le petit patron qu'on voit là, qui nous explique la réalité de son quotidien. En même temps, si les routiers bloquent la France, on se rappelle que c'est pas un bon... Eh bien, on se rappelle que M. Nunez est capable d'envoyer la police, d'arracher des mains, d'éborgner des gens et d'être extrêmement sévère et rigoureux dans ces cas-là. On sait qu'il y en a quelques-uns, c'était Castaner à l'époque qui jouait ce rôle-là. Et quand il s'agit des petits patrons, quand il s'agit des routiers, quand il s'agit des agriculteurs, quand il s'agit des gilets jaunes, il n'y a aucun problème pour envoyer les CRS, pour envoyer même les véhicules blindés, pour envoyer les militaires, pour tabasser sévère, pour embarquer dans les commissariats. Donc on voit bien dans ces cas-là qu'il y a un État quand l'État veut être un État. Mais quand l'État doit être du côté des Français qui travaillent, je veux dire, le patron, ou même tout le monde, je veux dire, les boulangers, tous les gens, les artisans, tous les gens qui travaillent et qui ont besoin d'électricité, qui ont besoin de chauffage, qui ont besoin de carburant, les infirmiers ou les infirmières qui, dans les campagnes, sont obligés d'aller faire des pansements, d'aller faire des soins, d'aller faire des piqûres, etc. Tous ces gens-là, ils sont bien obligés de mettre de l'essence dans leur voiture. Et donc, ce qui se passe, c'est le fameux battement d'aile, la théorie du battement d'aile là-bas qui produit un tsunami ailleurs. Du papillon, oui. Absolument, du papillon. Mais vous avez des problèmes en Iran, vous avez des problèmes avec les pays producteurs de pétrole. Vous savez très bien que ça va produire des effets de politique intérieure. Donc quand vous êtes en train de dire il n'y aura pas d'effet, vous êtes un menteur. D'accord. Et il y a aussi cette question des taxes sur le carburant. Les Français disent ras-le-bol d'avoir autant de taxes sur les carburants. Oui. Certains partis proposent de baisser les taxes, refus de l'État, de plafonner les prix, refus de l'État. Il y a quelques aides ciblées, mais qui sont indigentes au regard de la crise. Après, il y a la question, Michel, est-ce qu'on n'est pas drogué à l'aide publique aussi ? Et les Français, dès qu'il y a un problème, ils se tournent vers l'État, qui a été très prodigue au moment du quoi qu'il en coûte. Oui, mais il y a des taxes partout, et pour récupérer de l'argent, pour en faire quoi ? C'est ça la question de la politique. On n'a jamais été autant taxé, on est un pays des plus taxés au monde, certains disent le pays le plus taxé au monde, et donc il y a beaucoup d'argent. Dès que vous achetez un café, vous allez au bistrot, prenez un café, un croissant, vous avez payé déjà plein de taxes. Vous allez faire votre plein d'essence, TVA. Vous vendez une maison, des taxes. Vous achetez une maison, des taxes. Et les notaires ne sont pas très contents d'ailleurs de se trouver transformés en percepteurs dès que vous avez une opération immobilière à faire, et paf, ça c'est un chèque pour l'État, etc. Moi, je suis pour les impôts, mais je suis contre l'usage qu'on en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est distribué comment ? On le sait très bien. Il y a des postes qui ne devraient pas être honorés. On sait très bien où sont les coûts. Et c'est là qu'est vraiment la politique. Mais là, le gouvernement n'a pas l'intention de faire un geste à l'endroit des gens les plus simples, des plus modestes. C'est pas leur électorat. Un chèque énergie qui est... C'est quoi un chèque énergie ? Élargi. Oh, c'est 150 €. Oui, non, mais je veux dire, c'est quoi un chèque énergie ? C'est faire l'aumône. Les gens, je connais pas ce monsieur, le petit patron, mais je veux dire, je connais pas les paysans qu'on voit, mais ce sont des gens qui ont de la dignité. Ils veulent travailler. Ils veulent travailler 10 heures par jour et ils veulent pouvoir faire des recettes et puis un peu de bénéfices pour pouvoir vivre, etc. Ils veulent pas la mendicité. Les patrons pêcheurs, ils veulent pas qu'on leur donne un chèque en disant vous restez chez vous parce que la pêche est interdite, il faut que le thon puisse se reproduire. Ce que j'entends par ailleurs, hein. Mais ils veulent pas ça. Ce sont des gens qui ont le sens du travail, de la dignité, de l'honneur, et qui ne veulent pas qu'on leur donne des chèques. Le chèque 150 € à 170. Oui, de ça, oui. La fourchette. Et écoutons maintenant, parce que tout ça est lié évidemment, Donald Trump, vous l'évoquiez, il s'est exprimé lors d'une adresse solennelle à la nation pour tenter de justifier la guerre aux yeux des Américains, parce que son opinion publique, évidemment, pèse beaucoup dans ses décisions. Il a réaffirmé que la guerre était quasiment gagnée contre le régime de la République islamique. Et puis alors, il s'en est pris à ses alliés, de l'OTAN, évidemment, en leur disant d'aller sécuriser eux-mêmes le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial. On écoute le président américain. Premièrement, j'ai un conseil, achetez du pétrole américain. Nous en avons tellement. Deuxièmement, prenez votre courage à deux mains. Même si c'est un peu tard, allez au détroit et saisissez-le tout simplement.
Protégez-le, utilisez-le comme bon vous semble. L'Iran a été décimé, maintenant c'est facile pour vous. Voilà, c'est vraiment le tacle aux alliés dont ils estiment qu'ils ne l'ont pas soutenu assez dans cette campagne de bombardement dont il avait prévenu absolument personne, y compris le président Macron, comme il l'a dit, Michel. Oui, c'est compliqué de travailler avec Donald Trump, qui est le roi du mensonge, de la fake news, de la grossièreté, de l'invective, de l'improvisation. Enfin, c'est problématique. On n'a pas un chef d'État très clair, très net. Lui aussi, il zigzague sévère et il ment. Que veut-il dans cette guerre? Il fait la guerre pourquoi? Pour qui? Oui, quels sont les objectifs de la guerre? Oui, il nous dit en permanence, ça y est, c'est détruit. Souvenez-vous, vous doutiez de mon scepticisme quand je vous disais la première fois qu'il n'avait sûrement pas dû détruire tout ce qu'il avait détruit parce que nous n'avions que des images d'archives, pas des images d'archives, au contraire, nous n'avions que des images de synthèse et que de l'intelligence artificielle. On avait un blockbuster qui nous disait, regardez comment ça s'est passé. On avait les avions, les bombes, l'explosion, tout, etc. Je dis, quand on n'a que ça à montrer... Dans la précédente campagne de bombardement. Oui, c'est que c'est pas si clair que ça et c'est pas si net que ça. Donc effectivement, c'est problématique. L'un dit, je lui ai dit, l'autre dit, je ne lui ai pas dit. L'excellent Pierre Lelouch nous a fait savoir que Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas savoir. Et que, vu l'état des déplacements militaires, vu l'état des bases, etc., c'était pas possible que Emmanuel Macron ne sache pas. Donc lui nous dit, je ne sais pas. D'autres nous disent, si, bien sûr, il savait, il ne pouvait pas ne pas savoir. Je pense que s'il ne savait pas, c'est pas de la faute de Trump, c'est aussi la faute de ses services secrets, si c'est le cas, ou de ses services de renseignement. Si les services de renseignement n'étaient pas capables de prévoir ou de prédire et de faire savoir au chef de l'État, là aussi, on peut s'inquiéter. Mais simplement, il y a une politique globalement claire chez Emmanuel Macron. Une fois n'est pas coutume, il est pro-palestinien. Donc, quand il je vous explique. Oui, le rapport avec l'Iran, là, oui, expliquez-moi, Michel. Oui, parce qu'il défend l'Iran, globalement. Il laisse faire. Et nous, on se moque du fait qu'il y ait eu autant de victimes, plus d'ailleurs, je crois savoir, plus de victimes iraniennes, civiles iraniennes, dans les dernières manifestations, de gens qui se sont fait massacrer que lors du débarquement de Normandie. Ça ne pose aucun problème au chef de l'État. Ça n'en pose aucun au cynisme de Donald Trump, qui lui, de toute façon, ne pense qu'en termes de pétrole. Le peuple, il n'en a rien à faire. La souveraineté des pays, il n'en a rien à faire. Il veut juste des vassalisations. Il veut juste des gens qui soient dans l'obéissance, je dirais. Donc la politique d'Emmanuel Macron, elle est celle-ci. C'est-à-dire, on a un porte-avions pour faire quoi? J'ai aussi posé la question avec vous, souvenez-vous. Je dis, mais ça sert à quoi d'avoir un porte-avions? Posture défensive. Oui, c'est ça. On interviendra quand la guerre sera finie. C'est formidable comme concept. Je pense qu'en école de guerre, il faudra créer un séminaire sur les interventions dans les guerres quand elles sont finies. C'est formidable, ça. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va écouter maintenant le président Macron. Il était en déplacement au Japon, en Asie, cette semaine. Il a vanté, alors c'est intéressant, les vertus des pays raisonnables face aux puissances déraisonnables. Écoutons-le. C'est tout à fait vrai que la France, qui n'a pas été consultée, qui ne fait pas partie de cette offensive militaire lancée par les États-Unis et Israël, n'y prend pas part. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est vrai depuis le premier jour. C'est que nous restons dans un cadre profondément éthique, de dissuasion stricte. Nous continuerons d'œuvrer d'un point de vue diplomatique pour engager toutes les puissances nucléaires à cette désescalade et à un meilleur contrôle des armements. Mais c'est très important de comprendre que les puissances raisonnables doivent rester crédibles pour ne pas laisser toute la place aux puissances déraisonnables ou celles qui ne sont dans aucun cadre. Pour le président Macron, il s'adresse directement à Donald Trump. Imprévisible, déraisonnable, évidemment. C'est la réponse du berger à la bergère. Ah oui, lui, il est très prévisible et très raisonnable. Emmanuel Macron, chacun a pu le constater depuis 10 ans. En tout cas, depuis le début de la guerre en Iran, il tient la même position. C'est pas si simple que ça, c'est pas si clair que ça. Position défensive, on ne s'implique pas, on n'a pas été prévenu. Oui, mais on ne sait pas tout. Et je pense qu'il y a des informations qui sont données parfois par les services secrets et on n'est pas très au courant non plus de ce qui se dit ou de ce qui se fait auprès de lui. Mais il y a toujours cette ligne palestiniste, je dirais, sur ce terrain-là. Donc il ne veut pas le dire, il ne veut pas le faire savoir clairement. Mais enfin, vous avez des petits points qu'il suffit de savoir relier. Donc évidemment, il n'est pas sur une politique pro-israélienne, donc il n'est pas sur une politique américaine. Donc effectivement, nous faisons partie des co-belligérants et pas du côté des États-Unis et pas du côté d'Israël, mais plutôt du côté de l'Iran, s'il faut que je le dise plus clairement ou plus simplement. On ne peut pas dire qu'on soutient l'Iran. Mais il y a 1000 façons de ne pas... En tout cas, on soutient le peuple iranien, pour être très clair, mais pas la République islamique. Il y a des façons de soutenir en disant je n'interviens pas. Et par exemple, quand vous dites j'interviendrai dans cette guerre quand cette guerre sera finie,
théorie macronienne, c'est une prise de position. Parce qu'elle ne respecte pas le droit international. Oui, le droit international, c'est formidable. Mais est-ce qu'on respecte le droit international quand on ne respecte pas le droit français et que quand le peuple s'exprime avec un référendum, on jette le référendum à la poubelle? Est-ce qu'on respecte... Lui, mais bon, oui. Non, mais on peut effectivement invoquer le respect du droit international quand on ne respecte pas le droit français. Je veux dire, quand les élections ont lieu et que les élections ne sont pas entendues, le résultat des élections n'est pas entendu, on n'est pas le mieux placé pour dire qu'on fait partie des puissances raisonnables. On a souvent eu ce débat sur le plateau. Un tout petit mot de l'OTAN, parce que le tacle de Trump était évidemment adressé aux alliés de l'OTAN. Est-ce qu'on va aller vers la disparition de l'OTAN si les États-Unis se retirent un jour, Michel ? Moi, je suis souverainiste et je pense qu'il a raison de jouer sa carte, Trump. Il fait savoir aux Français, entre autres, aux autres membres de l'OTAN, qu'ils sont bien d'accord pour avoir le parapluie, mais ils ne veulent pas payer les réparations du parapluie ou l'entretien du parapluie. Donc je trouve normal qu'ils disent, bon, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas avoir les avantages du parapluie sans les inconvénients. Donc il a raison de jouer sa carte en disant, on va enlever notre participation. C'est quoi l'OTAN sans les États-Unis? C'est plus rien du tout. Non. Mais donc redevenons gaullistes, ça ne fera pas de mal. 70% du budget de l'OTAN. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une politique à mener qui aurait permis de tenir les États-Unis à bonne distance, c'est-à-dire ni des amis absolus en disant vous allez faire la politique en Europe, ni des ennemis absolus, ce qui est devenu le cas. Par exemple, en interdisant le survol du territoire français pour les avions militaires américains. Eh oui, pour les avions, c'est-à-dire que nous avons... C'est pourquoi je vous dis qu'il a clairement choisi son camp. Bon. Ça, c'est très lisible, c'est très visible. C'est pas les discours sur le raisonnable, déraisonnable, les fameux chiasmes. Enfin, on peut faire des analyses sémantiques d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai fait des analyses de ce qui advient. Si vous n'autorisez pas les avions soit à se ravitailler, soit à survoler votre espace aérien, vous avez pris position contre eux. C'est-à-dire qu'on est dans la logique de l'Espagne et on est dans la logique d'une Europe qui, finalement, défend toujours ce que j'appelle le palestinisme. Moi, je défends la possibilité pour les Palestiniens de disposer d'un État laïque et que je défends la possibilité... Et vous l'avez souvent dit. Mais je l'ai souvent dit et je le redis parce que quand le palestinisme, c'est pas la défense... Enfin, il y a ceux qui défendent la Palestine avec les arguments du Hamas, puis il y a ceux qui défendent la Palestine avec des arguments raisonnables, si on veut utiliser la sémantique de M. Macron. Michel, parlons un petit peu de la situation politique en France. On a l'impression que c'est la zizanie, un épisode d'Astérix, mais sans le charme d'Astérix. Tout le monde se tire dans les pattes. Au PS, ça se chamaille entre Olivier Faure et Boris Vallaud. Les uns veulent une primaire ouverte. Enfin, bon, bref, même chose du côté des LR, les porte-claques du côté des LR. David Lisnard est parti. Bruno Retailleau essaie tant bien que mal de garder tout le monde dans le même chapiteau. On va juste écouter Bruno Retailleau, il était notre invité cette semaine. Lui, il estime que la droite n'est pas morte. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, droite et gauche. La droite n'est pas morte, c'est d'ailleurs le principal enseignement du scrutin municipal, puisque nous avons gagné beaucoup de villes moyennes. Bien sûr, pas Paris, Lyon, Marseille. Paris, Lyon, Marseille, c'est 4,3% du corps électoral. Mais ailleurs, c'est nous qui avions fait les meilleurs scores, que ce soit en termes de sièges, que ce soit en termes de voix. Donc, la France est à droite. Malheureusement, c'est la zizanie entre vous. Mais parce que vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres. La droite, par rapport à la gauche, je le regrette d'ailleurs, la gauche a toujours ce réflexe du collectif, quoique aujourd'hui un peu moins. Et la droite, elle aime les querelles gauloises. Voilà, les querelles gauloises. Est-ce que les partis traditionnels sont en voie de disparition ? PS, LR, enfin, les partis traditionnels. Hélas non, ils sont en voie de multiplication. Vous avez aujourd'hui un chef, un parti, et vous avez un micro-chef, un micro-parti. Et donc il y a des subventions, on y va, on négocie, etc. Mais quelle est la fracture idéologique entre Olivier Faure et M. Vallaud, par exemple? Quelle est la différence de programme? Infime. Infime, je ne vais pas vous mettre en difficulté en vous demandant quels sont les grands enjeux qui les séparent. Donc quels sont les enjeux qui séparent, je ne sais pas, Gérald Darmanin, même d'Olivier Faure, etc. Ils sont tous européistes, à la marge, quand ils sont au pouvoir, ils font la même politique. Je parle entre Gérald Darmanin et Olivier Faure, je pense qu'il y a plus de différence qu'entre Olivier Faure et Boris Vallaud. Vous avez raison, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Monsieur Philippe, Édouard Philippe, par exemple, prenons, ou Monsieur, j'oublie leur nom parce que j'ai pas envie de m'encombrer l'esprit, mais qui était, enfin peu importe son nom, si Xavier Bertrand, voilà. Il est tellement important que j'avais oublié. Et donc, idéologiquement, c'est exactement la même chose. Monsieur Xavier Bertrand finit par appeler à voter pour le Parti communiste, et c'est la même chose avec Édouard Philippe qui pense qu'il faut appeler à voter pour le Parti communiste, etc. Donc ils n'ont plus d'obsession, ces gens-là, ils n'ont pas d'obsession pour les idées, pour les programmes, pour les projets. Ils ont des obsessions personnelles. Lequel parle de la France ? Alors quand il s'agit de faire des meetings, la France de ci, la France cela, etc. Mais
Moi, j'en ai marre des gens qui veulent des unions de la gauche ou des gens qui veulent des unions de la droite. Et si on faisait une union des Français, ça me paraîtrait nettement plus intéressant. Donc chacun est dans son micro-parti, chacun a l'obsession. Madame Tondelier veut être chef de l'État, Monsieur Faure veut être chef de l'État, Monsieur Ballot veut être chef de l'État, Monsieur Retailleau veut être chef de l'État, Monsieur Vauquier veut être chef de l'État. Et on peut faire une liste. Ils sont quoi, une quinzaine à vouloir être chef de l'État? Pour combien de projets vraiment différents? Globalement, c'est quoi la Macronie? Quel projet surtout? Pardon? Ils n'ont pas encore mis au plan mais ils ont toujours leurs projets qui sont déjà en train de dire je vais être candidat. Et nous revenons à la question de l'opposition entre les européistes et les souverainistes. Quand les européistes défendent le même monde, le Parti socialiste et puis les républicains, globalement, qu'est-ce que vous voulez, les gens ne vont pas voter. Quand M. Retailleau s'en vient dire la France est de droite, etc. La France, elle est d'abord, pas majoritairement, mais presque, mais elle ne va pas voter, la France. Pendant 40% des Français ne sont pas allés voter. À Saint-Denis, vous avez vu comment parfois les élections se font. Vous avez les électeurs, les gens qui vont voter, parmi ceux qui vont voter, etc. Et puis, vous avez des gens qui sont élus avec une poignée d'électeurs. Mais qui sont élus. Eh bien, ils sont élus, mais peut-être qu'on peut on devrait peut-être repenser la loi en disant que, tant que... Ou peut-être, on a vu cette discussion, vous et moi, mais imposer le vote. En disant vote obligatoire. En disant, voilà, le vote est obligatoire. Vous votez blanc, vous votez nul ou je ne sais quoi, mais après, le vote est obligatoire. Et là, on a la possibilité de disposer d'une vision très claire et très nette de ce à quoi ressemble la France et de ce qu'on peut faire avec la France. Moi, ma question est toujours, pourquoi 40% des gens ne sont pas allés voter? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la politique, ça n'est jamais que voter contre? C'est quoi le programme de la gauche? Voter contre la droite. Le programme de la droite, voter contre la gauche. Ça suffit pas. Moi, je veux bien que l'essentiel de la gauche soit motivé par le fait de combat prétendument antifasciste, de voter contre Marine Le Pen. Est-ce que ça fait un programme? C'est quoi le programme entre justement la chose commune entre Olivier Faure et puis Jean-Luc Mélenchon? C'est quoi? C'est le combat antifasciste. Et ça marche. Donc voilà pourquoi nous sommes en déliquescence. Autant d'hommes, autant de partis, autant de projets, autant de désirs d'être chef de l'État et zéro projet en même temps. La crise de la politique, elle est là. Ça rappelle la quatrième, hein? Oui, bien sûr, vous avez raison, mais ils ne travaillent pas, ces gens-là. Ils devraient pouvoir, même les écologistes, on les attend, plutôt que de servir de monnaie d'appoint. Ils ont un créneau, les écologistes, ils pourraient se distinguer véritablement. Et même chez les écologistes, vous avez des partisans des alliances avec l'extrême gauche, vous avez des gens qui sont partisans d'alliances avec le centre. François de Rugy n'est pas Marine Tondelier, qui n'est pas Émeric Caron, etc. Enfin, on le voit bien. Donc il y a une espèce d'explosion généralisée, chacun ayant l'obsession d'être chef de l'État. Et cette obsession du chef de l'État est inversement proportionnelle à la détestation, au mépris ou à l'oubli de la France. On fait une petite pause, Michel Onfray. On va parler dans un instant de la France insoumise, du climat politique délétère dans notre pays depuis ces élections municipales. On reviendra aussi sur la polémique qui a fait suite à notre émission de la semaine dernière à propos justement du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué les partis traditionnels gauche-droite. Michel, parlons de la France insoumise. Là, il n'y a pas de rififi, hein, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'une autorité, qu'un chef. Et tout est vertical, du plafond au sol. Enfin, du sol au plafond plutôt. Mais il y a un climat politique et délétère depuis ces municipales. On a vu qu'il y a une stratégie d'antagonisation, d'hystérisation des débats publics. 130 incidents recensés par le ministère de l'Intérieur, quand même, c'est dans ces soirées électorales ou pendant ces élections, ce qui est quand même vraiment historique. Quand on voit des maires qui sont conspués, des maires qui démissionnent, des maires qui demandent la protection de la police, ça dit quoi de notre société, Michel Onfray ? Nous devons cesser d'être en démocratie. Ça fait bien longtemps que je le dis, que la démocratie est illibérale. Et puis surtout, le plus grave, ça n'est pas qu'il y ait des passions tristes, de la haine, de la méchanceté, de l'envie, de la jalousie, des gens qui hurlent, des gens qui vocifèrent. Ça a toujours existé. Mais que tout ça se fait avec l'assentiment d'un pouvoir qui laisse faire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, que fait-on face à tout ça ? On fait des déclarations en disant que c'est inadmissible, que la République ceci, que la République cela, que nous ne laisserons pas passer ceci, que nous ne laisserons pas passer cela. Et il se passe quoi ? Rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de judiciarisation, il y a judiciarisation pour les mêmes. C'est toujours les mêmes. Quand on envoie au tribunal, ce sont toujours les mêmes qui perdent. Mais on finit par aller au tribunal, et quand on va au tribunal, vous avez des gens qui ont incendié des mairies et qui se retrouvent relaxés, si j'ai bien compris ce qui s'est passé cette semaine, pendant que d'autres se retrouvent au tribunal pour avoir cité Darwin, par exemple. Donc oui, nous avons un pouvoir aujourd'hui qui tolère ça.
Nous avons une instrumentalisation par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est visible et c'est lisible, il ne se cache pas. Donc une bolchevisation de la société, il le revendique, il n'avance pas masqué. Lui, très précisément, il traite les gens de tous les noms. Si moi j'utilise le vocabulaire de Mélenchon, je suis au tribunal. Si lui l'utilise, en traitant les blancs de sale face, de blanc, je ne sais quoi. Quand lui, il parle d'ailleurs des pattes des Africains, c'est-à-dire qu'il les assimile à des animaux, lui, il n'a aucun problème. Moi, j'ai jamais fait ça. Et donc, il y a ce travail politique mené par Jean-Luc Mélenchon qui, en bon trotskiste qu'il est resté, veut absolument conflictualiser tout. Mais vous avez surtout en face le grand silence. Voir la complicité. Voir la collaboration. Peut-être enlever le mot collaboration, puisqu'on a du mal avec la sémantique ces temps-ci. Mais quand vous avez le ministre de l'Intérieur, quand vous avez le Premier ministre qui se prétend gaulliste, M. Lecornu est gaulliste, d'ailleurs des gaullistes comme ça, ou d'autres, grand silence d'Emmanuel Macron pour l'instant sur ce sujet. Mais quand vous avez cette tolérance, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait? Vous avez une tolérance au sommet de l'État. Vous aviez M. Castaner qui, à l'époque où personne ne pouvait sortir au moment du Covid, disait aux gens qu'ils pouvaient descendre dans la rue pour défendre la famille Traoré, et que s'il fallait mettre un genou à terre, lui, il le ferait, parce que parfois la morale était supérieure au droit ou à la loi, etc. Donc on voit bien qu'il y a un système qui, lui, se défend. Et ce système-là, il n'y a pas que des magistrats, il n'y a pas que des journalistes subventionnés par l'État, la plupart du temps. Je veux dire, tous ces gens-là veulent la peau de CNews, qui est une chaîne privée. On fait ce qu'on veut quand on a une chaîne privée. On ne devrait pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on a une chaîne publique. Normalement, on devrait faire du service public sur le service public. Rendre des comptes, ouais. Donc il y a effectivement un combat politique qui est mené avec, de toute façon, la bénédiction des magistrats, d'un grand nombre de magistrats, d'un grand nombre de juges, d'un grand nombre de journalistes, d'un grand nombre d'hommes politiques et surtout de membres du gouvernement qui ont oublié ce que je disais l'autre jour concernant le maire de Saint-Denis. Quand on est élu, quand on a un poste, parce qu'on a été élu ou nommé par le chef de l'État, on a des obligations, on a des devoirs. Et on ne peut pas se comporter en disant on va fonctionner au doigt et à l'œil, parce que le général de Gaulle disait « je prends tout le monde et tout le monde a le sens de l'intérêt général et du bien public ». Quand on a un ministre de l'Intérieur qui n'a plus le sens de l'intérêt général et du bien public, je le dis depuis très longtemps, c'est normal qu'il se venge aujourd'hui. Je dis des choses sur Jean-Luc Mélenchon, c'est normal qu'il se venge aujourd'hui. Je dis des choses sur la France Insoumise depuis très longtemps, c'est normal que tous ces gens-là se vengent. Donc on est dans des logiques de vengeance. Alors évidemment, il n'y a rien de mieux que de traiter les gens de racistes. Ça marche très bien. Alors, on va évoquer la polémique que vous évoquez, Michel. Vos propos la semaine dernière dans cette émission, à propos du mot « allégeance », qui a été employé par le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, ont provoqué la polémique, vous voilant même des accusations de racisme que vous avez réfutées. Pour vous, il n'était pas question, dans les propos que vous avez tenus, de couleur de peau. Vraiment, il faut le repréciser. Parce que ça a suscité une polémique et des accusations de racisme, encore une fois, que vous réfutez et que nous réfutons. Moi, j'invite les gens, non pas à se contenter des 15 secondes qui ont été prélevées dans un échange de plusieurs minutes. J'invite les gens à aller voir très précisément pour se faire une idée et pas subir la propagande des réseaux sociaux instrumentalisés par la France Insoumise et ses amis et ses collaborateurs, y compris Madame Ségolène Royal, Monsieur De Villepin, enfin tous ces gens-là. Le racisme, sauf à ce que le dictionnaire ne fonctionne plus et qu'on jette le dictionnaire à la poubelle, c'est un peu le cas ces temps-ci, mais je veux dire, le racisme, c'est la discrimination à partir de la race étant elle-même définie par la couleur de peau. Je n'ai pas parlé de race, je n'ai pas parlé de couleur de peau et je n'ai pas fait de discrimination raciale. Donc je demande où on voit du racisme dans le fait de dire à un homme dont accessoirement il peut être d'origine malienne ou de couleur, c'est pas mon propos, c'est pas mon problème. J'ai juste dit qu'un élu ne pouvait pas invoquer l'allégeance et que l'allégeance renvoyait, je ne dis pas à quoi, tu ne vas pas reprendre le truc, mais je renvoyais aussi à la féodalité. Et à la tribalité, c'est ça. Et au comportement tribal. Et ça, est-ce que vous pensez que ça a pu choquer des gens quand ils ont entendu que cet extrait-là? Est-ce que vous comprenez que ça a ému et choqué des gens, Michel Onfray? Je pense que les gens qui voulaient être choqués ont été choqués parce qu'ils ne cherchent que cette occasion d'être choqués. Vous savez, moi j'ai 30 années d'existence médiatique, 30 années dans lesquelles j'ai été successivement antisémite et philosémite, sioniste. J'ai été islamophile et puis je suis islamophobe. Un temps j'étais le compagnon de route de Daesh, un temps j'étais dans les top 10 des islamistes français. Madame Rodinesco a fait savoir parce que je critiquais les pédophiles que j'étais un pédophile refoulé. Quand vous en avez entendu de toutes les couleurs. Bien sûr. Quand j'ai fait mon livre sur Freud, j'étais antisémite, double page dans Le Monde, double page dans Libération, émission à France Inter consacrée contre moi. J'ai l'habitude des insultes. Et donc, le problème, c'est que les gens ne lisent pas, les gens n'écoutent pas, les gens n'ont pas la culture. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on parle vraiment de Darwin à la fin de cette émission. Parce que si
dans une émission, vous faites 3-4 références culturelles sans dire je renvoie à tel livre, à tel auteur. D'ailleurs, j'ai cité Darwin tout de même, en citant presque la page. Mais ça suffirait même pas. Parce que la question aujourd'hui, hypothèse haute, hypothèse basse, mais l'hypothèse haute, c'est on en veut à Darwin, on en veut à l'évolutionnisme, on défend une position créationniste. Je veux bien, mais je pense que c'est prêter un peu trop d'élévation au débat. Hypothèse basse, très basse, c'est de la politique politicienne. Il faut taper sur la chaîne, il faut taper sur notre émission, il faut taper sur moi. C'est pas étonnant si le maire de Saint-Denis dit qu'il invite à la fermeture de CNews. Absolument. Vous avez des gens qui aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, viennent nous dire qu'il faut supprimer des chaînes. Moi, je l'ai dit dès le départ, dès qu'il a fallu, dès qu'Emmanuel Macron a supprimé. C8. Et non, avant. Je disais même avant. Je veux dire, moi, je ne suis pas pro-russe, je défends pas Poutine, mais j'estime que Sputnik et il y avait une autre chaîne, RT, Russia Today, avaient le droit d'exister. Moi, j'ai une télévision et une télécommande, je peux accéder à Al Jazeera. Donc sans difficulté, c'est pas interdit. Donc moi je suis pour la liberté d'expression, la vraie, c'est-à-dire la possibilité de disposer d'informations qui me permettront de juger. C'est ce que j'ai enseigné pendant 20 ans à mes élèves en disant informez-vous et jugez, fabriquez votre jugement, la capacité de juger et puis voilà. C'est ce que j'ai proposé sur ce sujet-là. Je réfléchissais sur la question de l'allégeance. Si on veut ne pas parler de Darwin, ne parlons pas de Darwin. Mais l'allégeance renvoie à la féodalité. Je rappelle que tous ces gens qui n'ont que la Révolution française à la bouche ont oublié quand même qu'il y avait l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, et que la nuit du 4 août, c'était la fin de la féodalité. La féodalité, c'était justement l'allégeance. On faisait allégeance dans la logique du seigneur, du vassal, du serf, du suzerain, etc. Je rappelle que d'ailleurs, les gens ont oublié ou ne le savent pas, que l'opération Overlord, qui permet aux Américains d'arriver en France le 6 juin 1944, sur mes côtes de Normandie, eh bien, c'est un mot qui signifie suzerain, la logique du suzerain et du vassal. Vous avez le suzerain et le vassal, vous avez la féodalité, et le 4 août 1789, Jean-Luc Mélenchon, qui célèbre la Révolution française en permanence, cette Révolution française, elle abolit la féodalité. Et j'ai juste dit dans cette tirade que nous n'en étions plus à la féodalité, elle avait été abolie. J'ai aussi dit ce genre de choses, et ces choses-là ne sont pas entendues. Bien sûr. Donc, vous savez, je ne traite pas les gens d'imbéciles. Moi, je veux dire, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'ai essayé de réfléchir vite fait, comme on le fait dans cette émission, parce qu'on a beaucoup de temps, mais finalement, sur la question de l'allégeance, le mot allégeance, et les gens disent allégeance, tribu, égale racisme. Et pour lever tous les malentendus, parce qu'on vous a vraiment fait un procès là-dessus, on fait allégeance au mâle dominant. L'utilisation du mot mâle dominant. Et encore une fois, est-ce que c'était une référence ou pas à une couleur de peau? Non, nous avons à Front Populaire fait consacré un numéro spécial à Elon Musk où je parle des tribus avec Elon Musk et je parle de mâle dominant avec Elon Musk. Et il est blanc. On ne fait pas plus blanc que ce type d'Afrique du Sud qui est aujourd'hui américain. Donc je renvoie à une science qui s'appelle l'éthologie. Il y a des dictionnaires d'éthologie. Alors je sais très bien qu'aujourd'hui le wokisme critique la notion de mâle dominant. Il n'y aurait pas de mâle. Donc évidemment, s'il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de mâle dominant. Donc il n'y a pas de mâle dominant. Bon, il n'y a pas de mâle dominant. Mais vous avez Excull, vous avez Conrad Lorenz, vous avez un tas d'éthologues qui nous ont expliqué qu'il y a et vous avez même pour les gens qui n'ont pas forcément besoin de lecture ou de références culturelles, des chaînes animales qu'il faut regarder pour voir comment les animaux se comportent. Mais c'est sur ces mots-là qu'on vient vous chercher, Michel. Nous sommes des animaux. Je trouve sidérant que vous ayez des gens... L'association avec le maire de Saint-Denis et ces mots-là, c'est ça qui a provoqué l'émoi. Ben oui, mais je le fais en permanence pour des gens qui sont blancs de peau. Le darwinisme social, il est de droite. Et il y a un darwinisme de gauche dont j'ai fait l'éloge. Alors peut-être que ça va disparaître mais dans la foulée, mais dans la notice Wikipédia consacrée au darwinisme de gauche, je suis cité comme une référence et on renvoie à l'un de mes textes que j'ai écrit en 2016. On peut renvoyer au darwinisme sans être un homme de droite, ni même d'ailleurs en étant un homme de gauche. Ça s'appelle une science. C'est une science nouvelle, l'éthologie. Alors si les gens n'ont pas la référence, c'est pas très grave. Ils ne connaissent pas l'éthologie, ils ne connaissent pas Darwin, ils ne connaissent pas la filiation de l'homme, ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'origine des espèces. Tout ça n'est pas très grave. Mais ce qui est grave, c'est de traiter de raciste quiconque renvoie à ça. Parce que à l'origine de l'humanité, il n'y a pas de gens de couleur. Darwin nous le dit très précisément. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune,
pas de noir, il n'y a rien du tout. Il y a une humanité primitive avec un singe qui a évolué pour donner l'homme que nous sommes. Et tous les gens qui nous écoutent procèdent tous du même singe primitif. C'est pas traiter les gens de singes que de dire que nous descendons de cet animal. J'ajoute que d'ailleurs, j'aimerais bien entendre les écologistes sur ce terrain-là, parce que ce sont les écologistes qui devraient pouvoir dire, mais attendez, l'éthologie, c'est une science, c'est même la science première de l'écologie, puisque voilà des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de différence de degré entre l'homme et l'animal, mais il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tous les écologistes qui nous disent qu'il faut vivre avec les animaux liminaires, c'est-à-dire quand Émeric Caron nous fait l'éloge du moustique, quand la mère déchue de Strasbourg nous faisait l'éloge des rats avec lesquels il fallait, les surmulots parisiens, avec lesquels il fallait apprendre à vivre, etc. Qu'est-ce qu'il nous disait? Exactement la même chose que ce que mon compagnon d'infortune de psychologue et moi-même disons, c'est-à-dire que nous procédons tous d'une même souche animale. Mais c'est pas traiter les gens d'animaux que de le dire. Ça marche pour tout le monde, y compris pour les gens qui sont noirs, qui sont jaunes, qui sont blancs ou qui sont blancs ou de quelque couleur que ce soit aujourd'hui. Sauf à considérer que cette science-là est à jeter dans les autodafés, faire des autodafés et brûler tout ça. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, il y a eu des déclinaisons polémiques et politiques, évidemment, à ces propos. On va écouter le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé, Laurent Nunez, à l'Assemblée nationale, qui envisage de se porter partie civile si une plainte est déposée. Écoutons-le. Évidemment, ces propos qui sont inacceptables peuvent relever d'incriminations pénales. Et évidemment, ces propos sont à l'étude. Je peux vous le confirmer, nous sommes à l'étude de savoir s'ils relèvent de l'appel à la discrimination raciale, de l'injure publique. Et vous savez que le racisme, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, qui n'est pas une opinion, qui est un poison, qui est un déni pénal, le racisme est souvent une circonstance aggravante. Alors vous nous interrogez également sur la saisine de l'Arcom. Oui, l'Arcom a été saisie par certains parlementaires, je vous le confirme. Nous suivons cela évidemment de très près. Nous allons continuer à suivre cela de très près. Mais ces propos-là, tels qu'ils ont été tenus, je peux vous assurer que comme ministre de l'Intérieur, et je m'adresse évidemment sous l'autorité du Premier ministre au nom de l'ensemble du gouvernement, nous allons les expertiser. S'il doit y avoir des poursuites pénales, il y aura des poursuites pénales. Voilà pour Laurent Nunez. Michel Onfray. Ce qui est considérant, c'est qu'on a besoin d'expertiser les expertises pour savoir s'il y a du racisme. S'il y a du racisme, c'est très clair. Là, l'idée qu'on aille faire intervenir des juristes pour savoir si on peut quand même essayer d'avoir c'est que c'est pas si clair que ça. C'est un aveu que ça n'est pas aussi clair que ça. C'est pas un ministre de la République qui s'exprime, c'est un militant politique. Ça me paraît clair. Et normalement, un ministre devrait faire l'économie de ses engagements militants. On voit bien que c'est de la politique politicienne. On voit bien que si on pouvait réussir à dire celui-ci est raciste, donc cette chaîne est raciste, fermons cette chaîne, etc., c'est une voie d'opposition qui disparaît. C'est le sous-texte de ce monsieur. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser des avocats? Et on sait très bien qu'il y a des très bons avocats qui sont capables de transformer les bourreaux en victimes et les victimes en bourreaux. Comment est-ce qu'on peut trouver un truc pour essayer de montrer que Onfray étant raciste, la chaîne est raciste et qu'il faut donc fermer une chaîne raciste? Car bien sûr, le racisme n'est pas une opinion. Et là, on a une photo très intéressante, une grande partie de la droite qui applaudit. Ils vont se faire manger, cette droite, mais ils se font manger par les communistes, ils se font manger par la France insoumise, ils appellent même d'ailleurs à se faire manger, monsieur Bertrand, monsieur Édouard Philippe, qui disent « allez, on va s'offrir en repas sacrificiel aux communistes, etc. » C'est de la politique politicienne. Ce qu'on entend ici, c'est pas le propos d'un ministre de la République qui devrait être digne, mais c'est le propos d'un militant qui, lui, dit « nous sommes en pleine campagne présidentielle, il s'agit de remettre à la suite d'Emmanuel Macron un macroniste, c'est-à-dire un européiste, un maastrichtien, et faisons le travail. Il faudra qu'en face du maastrichtien, on ait un méchant. Donc le méchant, on l'a trouvé de toute façon, son prénom c'est Jordan ou alors c'est Marine, et puis on va faire le grand coup du petit théâtre antifasciste dont feu Lionel Jospin disait que c'était une billevesée, et qu'on devra en finir avec ça, on remettra le couvert, et ça continuera. Donc là, on est dans de la politique politicienne, on est dans de la campagne présidentielle, et on voit qu'il y a une espèce d'arc prétendument républicain, et qui se fait de M. Nunez à M. Mélenchon, en passant par les socialistes, sans oublier M. Bertrand, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, in fine, ne sont pas gênés par le fait de voter pour des partis qui ont défendu le pacte germano-soviétique. Il y avait une infamante, si on veut utiliser le vocabulaire de ces gens-là, obscène, etc. On peut très bien, nous aussi, utiliser ce genre de mots, avec ce journal qui a fait l'éloge de Staline, qui a fait l'éloge de Pol Pot, qui a fait, dont nombre de ces intellectuels signaient les pétitions pédophiles, etc. Il y a un moment donné où, si on veut vraiment calmer le jeu, il faudrait que de part et d'autre, on calme le jeu. D'arrêter de traiter de racistes des gens qui l'ont été. Donc, tout le monde devrait se calmer.
Je veux bien que, pour le coup, on fasse un débat intellectuel, qu'on ne se méprise pas en disant, bon, Darwin, c'est d'actualité ou pas d'actualité. On va en parler. L'éthologie, ça marche ou ça marche pas. C'est une science ou c'est pas une science, etc. Plutôt que de traiter tout le monde de raciste en permanence. On est en train de mettre... Que nous réfutons, et nous, CNews, et vous, Michel Onfray. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, ce serait si visible ou si lisible qu'il serait facile de dire nous portons plainte et nous allons gagner. Là, ils examinent les conditions dans lesquelles... Donc voilà, on est en train de chercher pour voir comment on peut transformer en racisme ce qui n'est pas racisme. Parlons alors de ce livre de Darwin que vous nous proposez, La filiation de l'homme. Expliquez-nous alors, c'était un scientifique, aussi un philosophe, Darwin? Oui, c'est ça. Vous avez des philosophes en chambre, des gens qui font des livres avec des livres et qui dissertent sur le concept de machin chez bidule entre telle date et telle date. Donc tout ça, c'est très bien, ça existe aussi, ça fait partie de la philosophie. Et puis vous avez des gens qui produisent des effets sur le réel. Et vous avez Saint-Augustin qui produit des effets sur le réel avec la Cité de Dieu, par exemple. Vous avez Luther qui, avec ses thèses, produit des effets civilisationnels, j'entends. Et puis vous avez Darwin qui, en 1859, publie L'origine des espèces, mais surtout en 1871, La filiation de l'homme, le livre que j'ai choisi, qui est très agréable à lire, d'ailleurs, je le dis aux gens qui ont peur parfois du vocabulaire philosophique, et à raison, parce qu'il fait un grand voyage sur le Beagle, qui est un tour du monde en bateau, que j'aurais aimé faire, moi. À une époque, j'aurais aimé refaire ça avec une équipe de télévision pour repartir et enseigner Darwin. Ça s'est pas fait, il fallait trouver des subventions. Mais pour montrer que c'est ce que Darwin découvre au fur et à mesure, en interrogeant l'anatomie, en interrogeant les corps, en interrogeant les fossiles, la géologie. C'est-à-dire que c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui dit, je regarde des squelettes, je compare des squelettes. Globalement, tout ça fait la démonstration, d'ailleurs sur tout ce qui est oreille interne, etc., tout ça fait la démonstration que du singe à l'homme, il n'y a pas grande distance. Et il finit par dire que, de fait, il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais des différences de degré, parce que nous sommes un certain type de singe, il donne lequel, et il précise comment, qui a évolué et qui a donné l'homme que nous sommes. L'homme au sens générique du terme, les humains que nous sommes. C'est un livre radical parce que d'un seul coup, il met par terre toute la thèse qu'on appelle créationniste du christianisme. Le christianisme nous dit, je renvoie à la Genèse, et la Genèse est le premier livre de l'Ancien Testament, qui est le premier livre de la Torah des Juifs. Dieu prend la terre, souffle sur cette terre, donne naissance à l'homme, et prend une côte de l'homme pour fabriquer Ève. C'est un récit mythologique. Un catholique qui voudrait être intelligent peut très bien utiliser Darwin et rester chrétien tout de même en expliquant le rôle de l'allégorie, le rôle de la métaphore. Sauf que en plein 19e siècle, c'est un coup de foudre total. Un Big Bang. L'homme descend du singe, il n'a pas été créé par Dieu. Alors, il est assez déiste, Darwin, il n'a pas envie non plus de finir sur un bûcher, donc il dit non, mais il y a Dieu, et puis bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est une réflexion de naturaliste, et qui rend possible une science qu'on appelle l'éthologie. Ethos, c'est le comportement, et logos, c'est le discours sur le comportement. C'est-à-dire que l'éthologie est une science digne de ce nom. Il y a des dictionnaires d'éthologie. Il y a même 3 éthologues qui ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux d'éthologue. Et ce sont des éthologues qui nous disent, quand je regarde le comportement des animaux, je découvre le comportement des humains. Et il y a effectivement des animaux de territoire. Un animal de territoire, ça suppose un mâle dominant et ça suppose des combats entre des mâles pour qu'un mâle dominant puisse surgir en disant « c'est moi le cerf qui est le mieux bramé, qui est le mieux combattu ». Et vous avez des cerfs dominés qui s'en vont et qui laissent la possession du territoire aux femelles. C'est la possibilité d'assurer la descendance de l'espèce et la meilleure descendance de l'espèce. Darwin nous dit qu'il y a une sélection naturelle, le fameux struggle for life, la lutte pour la vie, et ce sont les plus adaptés, les mieux adaptés qui survivent et qui vivent et qui survivent. Herbert Spencer, philosophe du 19e siècle, invente un darwinisme social de droite, voire d'extrême droite. Il dit que chacun soit à sa place, et puis tant mieux si les forts triomphent, tant pis si les faibles disparaissent. Et c'est la même chose avec l'entreprise. C'est la logique libérale qui nous dit que les entreprises en pleine santé tiennent le coup, c'est leur affaire. Les autres, elles disparaissent, elles meurent, et puis voilà. Mais le darwinisme social n'est pas que de droite, je l'ai dit tout à l'heure. Il est aussi de gauche. C'est-à-dire que Darwin fait savoir qu'il y a aussi la communauté, qu'il y a aussi la coopération dans la nature, et que parfois, les animaux aident des animaux blessés, des animaux qui sont malvenus, qui sont en souffrance, qui sont handicapés, si on veut utiliser un vocabulaire comme ça. Et que donc, c'est parce qu'on a fait le choix de cette bonté d'âme que finalement on crée et qu'on invente la morale.
Il y a une explication généalogique de la morale à partir de la science. Et il nous dit, cette communauté-là, cette mutualité-là, cette coopération, cette entraide, elle rend aussi possible un autre type de société. Et vous avez un prince anarchiste russe qui s'appelle Kropotkin, qui écrit un très beau livre qui s'appelle L'Entraide, livre dont j'ai fait l'éloge depuis des années. Donc je suis peu suspect d'être un darwinien de droite qui serait raciste, mais juste de dire que oui, il y a une lutte des plus adaptées, mais parfois la lutte, elle passe par la coopération et la mutualisation avec les plus faibles. C'est ce que je défends depuis toujours. C'est très exactement l'inverse du racisme. Eh bien, écoutez, c'était clair, ce livre de Darwin, La filiation de l'homme, mon cher Michel Onfray. Et puis, on en profite peut-être pour souhaiter des bonnes fêtes de Pâques à tous les chrétiens catholiques et Pessah à nos amis de confession. Absolument. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1.